Bonjour à tous, Hervé Scheuer, je dirige un cabinet de conseil, je dirige un cabinet de conseil, d'expertise, d'audit en sécurité, Hervé Scheuer consultant. Alors une première chose qu'on a vue en 2011, c'est, vous avez peut-être vu vous-même, il y a eu quelques petits problèmes de date. Alors on sait que le bug de l'an 2000 n'a pas eu certains effets escomptés, il faut dire qu'on y avait beaucoup travaillé. Et finalement, de temps en temps, là, on passe de 2010 à 2011 et tout s'est pas passé normalement. J'en ai croisé certains qui ne se sont pas réveillés le premier lundi pour aller au travail. Alors, plus subtilement, il y a eu des choses un peu rigolotes en Australie. Il y a un système informatique bancaire qui, lui, est passé directement en 2016. Alors, évidemment, ça pose des problèmes dans la validation des cartes. Les gens au guichet, en voulant acheter auprès des automates de paiement dans les boutiques qui étaient à cette banque, se sont vus refuser leurs cartes. Alors, la solution qui a été trouvée par la banque, c'est de supprimer un certain nombre de contrôles pour arriver à faire passer les cartes. Bon, c'est un peu folklorique, on va dire. Et on a eu toujours en Australie le même problème qui a aussi infecté des terminaux Windows mobile. Bon, c'est un peu moins grave, mais les SMS que les gens recevaient, au lieu d'être datés de 2011, étaient datés de 2016. Bon, ça montre que les problèmes de date, finalement, les problèmes de format de date et toute cette gestion, on a quand même une pléthore de logiciels qui ont été écrits pas tout à fait correctement, qui sont mal conçus. Et puis j'en profite pour vous rappeler que le vrai problème, c'est celui de 2038, puisque là, c'est quand même le langage C qui arrive au bout, donc on risque là d'avoir des sérieux problèmes. À regarder si c'est avant ou après votre date espérée de retraite. IPv6. Alors certains, Pascal a dit en introduction que je qualifiais IPv6 de serpent de mer. Bien sûr, c'est vrai. La première fois où en France j'ai eu le bonheur d'avoir une présentation sur les fonctions de sécurité offertes par IPv6, c'était en 1994. Donc on est en 2010 et on n'a toujours pas IPv6. Donc voilà, ça fait 17 ans qu'on nous le promet. Alors c'est vrai que on peut penser que c'est difficile de dire quand est-ce que IPv6 va commencer véritablement à arriver. L'événement, en fait, qu'il va y avoir en 2011, et un peu de prospective là-dedans, c'est qu'on va arriver au bout des adresses IPv4 officiellement, librement disponibles. Alors, c'est pas pour ça qu'il y aura plus d'adresses IPv4, parce que dans la réalité des choses, vous avez aujourd'hui un grand nombre de sociétés qui disposent d'adresses routables sur Internet et qui ne s'en servent pas. Moi, j'ai trouvé des filiales de sociétés automobiles en Afrique du Sud qui, pour une petite filiale d'une cinquantaine de personnes, ont ce qu'on appelait à l'époque une adresse classe B. Et évidemment, ils utilisent que 2 ou 3 adresses IP là-dedans. Donc il y a encore énormément d'adresses à récupérer. Et puis on a une infrastructure qui est tout à fait adaptée à la traduction d'adresses en cascade. Donc finalement, c'est pas sûr que vraiment va y avoir un clash cette année. Mais bon, les fans d'IPv6 prévoient pour la fin de l'année de 2011 de vraies difficultés, puisqu'on va arriver à la fin. Alors, moi, je suis réaliste, je sais très bien, notamment pour connaître un peu les opérateurs, enfin toutes les nouvelles applications qu'on a citées, comme les voitures ou les mobiles, ce sont malheureusement des infrastructures où les applications sont pas encore prêtes pour IPv6. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que ça fait maintenant plusieurs années que ce qui constitue les infrastructures sont prêts pour IPv6. Et à partir du moment où les systèmes d'exploitation comme Windows ou Linux, ou les routeurs ou son infrastructure de manière générale, réseau, est prête à IPv6, pour l'utilisateur, ça peut être très transparent. Moi, j'ai déjà vu des gens ne pas du tout se rendre compte, même des techniques, des ingénieurs en informatique, ne pas se rendre compte que leur ordinateur fonctionnait en IPv6. Simplement, le routeur, il est en IPv6, ils ont mis à jour leur système, il est en IPv6, et tout passe en IPv6 parce que c'est IPv6 par défaut en premier. Alors, dans ce cadre-là, de ce début de cohabitation IPv4, IPv6, on pense qu'en 2011, on peut avoir de très sérieux problèmes parce qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver en IPv6 sans l'avoir fait exprès,
Notamment parce que les fournisseurs d'accès proposent IPv6. Alors ça fait très longtemps chez certains, mais maintenant on a beaucoup de fournisseurs d'accès grand public, Free, etc., qui sont en IPv6. On a beaucoup de gens qui vont se retrouver en IPv6 et qui ont très certainement des outils de sécurité, à commencer par leur firewall, qui n'est pas nécessairement correctement configuré en IPv6, ne filtre pas forcément correctement IPv6 aussi bien qu'IPv4. Donc au début, tout fonctionne très bien. On ne se rend pas compte que tous les protocoles de communication habituels, au lieu d'être en IPv4, sont en IPv6. En IPv6, il n'y a pas de filtrage. Tout est ouvert. Donc on a quand même un risque qu'il y ait des ponts qu'on n'a plus connus depuis les tout débuts de l'Internet qui soient complètement ouverts avec IPv6. Alors, au-delà des PME, PMI ou des gens comme ça, moi je pense que même dans un certain nombre d'entreprises, on va être confronté à des exploitants, à des administrateurs qui sont pas au point avec IPv6. Rien que le fait que les adresses soient très longues, ça prend la tête des gens, à commencer par moi. Donc, je suis sûr qu'il va y avoir tout un tas de problèmes avec le fait que IPv6 va devenir de plus en plus accessible. Il ne faut pas aussi oublier quelque chose, c'est que les rares personnes qui maîtrisent bien IPv6, ce sont les pirates. Les premières utilisations d'IPv6, c'était notamment pour créer des tunnels qui n'étaient pas détectés. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé des tunnels IPv6 pour contourner tout un tas de systèmes qui font de l'analyse de contenu, que ce soit des antivirus ou tous les logiciels équivalents. Un certain type d'encapsulation successive en passant par IPv6 permettait de les éviter. Le fait aussi de contrôler des botnets par IPv6, ça permet d'éviter et de passer au travers de tout un tas de choses. Donc, le monde de la cybercriminalité, lui, il maîtrise déjà IPv6 et certainement beaucoup de gens dans vos entreprises ou vos organismes pas encore. Donc, il y a des attaques à prévoir. Alors, IPv6 a beaucoup évolué. Il a été très mal conçu dès le départ. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité conceptuels dedans. Donc, il a beaucoup été corrigé. C'est pour ça qu'il met plus de 20 ans à enfin sortir pour de vrai. Malgré tout, il y a régulièrement des nouvelles failles. Et au Chaos Computer Club de décembre, là, du mois dernier, on a encore eu des nouveaux problèmes qui ont été découverts dans IPv6. Donc il faut se dire qu'on n'en a pas fini avec IPv6. Puis enfin, un dernier sujet, alors les jeux d'argent en ligne. Alors c'est vrai que les jeux d'argent en ligne, si on regarde ce qui s'est passé il y a quelques années au travers du monde, c'est quelque chose qui a permis de se développer beaucoup de cybercriminalité. Il y a beaucoup d'argent dans les jeux d'argent en ligne. Il y a des tas de gens qui ont proposé des licences officielles. On a beaucoup entendu parler de Malte en Europe. Mais bon, on trouve des réserves indiennes au Canada. On trouve tout un tas d'espèces de petits États qui ont offert des licences. Puis, de toute façon, il faut être réaliste. Plus de 90% des sites de jeux qu'on voyait il y a 2-3 ans, ils n'avaient aucune licence du tout. C'est des gens qui se lançaient dans les jeux en ligne. Alors, il y a eu énormément d'escroqueries. La quantité possible d'escroqueries est délirante. Vous allez avoir tout ce qu'on vient déjà de vous présenter au travers du spam, des mécanismes d'affiliation. Mais vous avez, dans le cas particulier des jeux en ligne, tout un tas de problématiques avec les automates de jeux, les problèmes d'usurpation d'identité, d'usurpation de site avec les systèmes d'affiliation. Il y a beaucoup de gens qui vont vous aider à amener du monde sur votre site, puis qui en réalité font jouer les gens sur votre site, mais au travers d'un autre site, comme ça ils voient pas sur quel site ils sont. Enfin, il y a eu une quantité de choses absolument invraisemblables. Bien sûr, on peut truquer les probabilités, on peut faire des sites en attirant beaucoup de gens avec un gain très important, et puis hop, dès qu'on a récupéré leur argent, le site disparaît. Tout ça, c'est arrivé. Donc, vous avez dans les transparents complets un certain nombre d'URL qui vous montrent tout ce qui a pu se passer à l'étranger en 2008, en 2009 et en partie en 2010. Alors, ce qui s'est passé en France, c'est qu'on a eu cette année l'ouverture officielle des jeux en ligne. Alors, ça s'est fait en France au travers de la création d'une autorité. Bon, là, on peut quand même féliciter l'État. Moi, j'ai pas d'autre exemple où l'État a créé une autorité avec autant de personnel brillant en un temps aussi court. Le 3 mars, on a vu apparaître un document qui fixait les règles techniques pour pouvoir ouvrir officiellement un jeu en ligne, publié par ce qui s'appelait la préfiguration de la future autorité de régulation des jeux en ligne. Enfin, les choses sont allées à une vitesse absolument extraordinaire. Et qu'est-ce qu'a fait cette autorité ? Cette autorité a mis en place une structure pour assurer la protection des consommateurs, la protection des populations vulnérables, donc ceux qui sont accros aux jeux,
Elle a mis en place une structure permettant de garantir la sécurité et la sincérité des opérations de jeu. Donc vous avez des audits de sécurité sur la totalité des infrastructures et des logiciels, y compris le back-office. Alors certains se sont peut-être aperçus que pas mal de boîtes de sécurité étaient très occupées l'année dernière. Ah, c'est clair que l'Argel n'a pas été étrangère à cette occupation avec son règlement. Et puis on est même allé jusqu'à contrôler les générateurs de nombres aléatoires pour vérifier que dans les jeux, dans tout ce qui était hasard, le hasard était bien du hasard. Ensuite, l'Argel a imposé une traçabilité des flux financiers complète, intégrale, très forte, avec l'obligation d'avoir un coffre-fort électronique. Donc là, véritablement, tout ce qui est opération de blanchiment ou tentative de prendre de l'argent à l'État par rapport à la fiscalité qui est mise sur les jeux en ligne est devenu, mais véritablement, quasi impossible. Donc je pense que même si les jeux en ligne, c'est une opportunité pour les cybercriminels, même s'il y a eu beaucoup de vrais mafieux qui s'étaient lancés dans les jeux en ligne, notamment aux États-Unis, au Canada, en Russie, et qui ont été arrêtés pour la plupart. Enfin, il y a tout un tas d'escroqueries qui ont eu lieu. Clairement, ce qui a été fait en France, ça va rendre la possibilité d'avoir une cybercriminalité équivalente quasi impossible. Ça va être tellement plus facile de faire de la malveillance dans le reste du monde qu'en France, que personnellement, je pense que c'est pas en France qu'on va avoir de la cybercriminalité avec les jeux en ligne. Alors évidemment, c'est toujours une lutte, et vous avez déjà tout un tas d'autorités dans d'autres pays d'Europe qui viennent d'ores et déjà visiter l'autorité française et qui recopient et s'inspirent de tout ce qu'a construit, de tout ce que l'Argel a construit en France pour s'en inspirer dans les pays étrangers. Donc on va évidemment, on va en tout cas en Europe véritablement monter de niveau à partir du moment où tous les opérateurs devront respecter tout ce qu'il faut respecter en France pour avoir une licence. C'est clair que la possibilité d'avoir de la cybercriminalité en Europe, elle va être très faible. Et donc je pense que voilà, pour une fois, on vous annonce pas qu'il va y avoir de la cybercriminalité, on vous annonce le contraire. Merci.